Vous êtes probablement habitué sur un ordinateur d'utiliser une interface graphique pour lancer et utiliser un programme. Mais les interfaces graphiques, ça n'a pas tout le temps existé. Puis avant les interfaces graphiques, on utilisait un ordinateur juste avec du texte puis le clavier. Le programme qui joue l'équivalent de l'environnement graphique du bureau, mais dans une console avec juste du texte, ça s'appelle le shell. Et lui aussi permet de lancer et exécuter des programmes. En 2024, le shell il est encore bien en vie, puis il est pas prêt de disparaître. Concrètement, le shell, c'est un interpréteur et un langage, au même titre que Python, JavaScript, Perl, PHP ou Ruby et plein d'autres. Mais concrètement, c'est le langage de programmation normal où la syntaxe est orientée autour de manipuler des variables, des fonctions puis des librairies. La fonctionnalité principale du shell, c'est de lancer d'autres programmes. On appelle aussi les programmes des commandes de façon interchangeable. Sur les systèmes dans le style d'Unix, peu importe que vous utilisez des programmes en console ou avec un environnement graphique, les programmes ont tous au minimum plusieurs parties, comme recevoir des arguments, c'est l'équivalent de paramètres d'une fonction. Ils ont des entrées et des sorties standards, des signaux et plein d'autres choses. Puisque la fonction du shell, c'est de lancer d'autres programmes, puis que c'est un langage de script, ce langage il est conçu pour manipuler chacune de ces affaires-là. Avant d'examiner comment le shell démarre un programme, on va regarder comment un programme reçoit les touches du clavier et comment il affiche du texte à l'écran. Donc, ici je vais dessiner le shell. Le shell, il est tout le temps en cours d'exécution. Il est tout le temps en train de rouler. Et les programmes, ils ont ce qu'on appelle des entrées standards, habituellement une pour le clavier. Donc, une entrée standard pour le clavier. Et habituellement, deux sorties standards, une sortie standard normale et une sortie standard d'erreur. Et habituellement, ces deux sorties standards-là sont connectées à votre terminal qui affiche la sortie des programmes. Alors, vous n'avez rien qu'un seul terminal. Vous tapez du texte, ça s'en va dans l'entrée standard du programme. Le programme reçoit les touches du clavier et le programme peut afficher du texte dans sa sortie standard si ça s'en va dans le terminal. Et quand il veut afficher un message d'erreur, il va envoyer ça dans l'erreur standard qui va elle aussi s'afficher dans le terminal. Lorsqu'un un programme comme le shell démarre un autre programme, habituellement, je vais dessiner un programme qui est démarré ici, habituellement, il hérite des entrées standards et des sorties standards du programme parent. Alors, ici je dessine qui partagent les mêmes entrées et sorties standards. Mais avec le shell, vous pouvez aussi rediriger les entrées et les sorties standards. Alors, habituellement, il hériterait également de la sortie standard d'erreur du parent, mais avec le shell, vous pouvez spécifier qu'il faut rediriger ça dans un fichier à quelque part. Là, j'essaie d'écrire slash tmp, slash quelque chose, puis si j'écris mal avec ma souris. Alors, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Comment qu'un programme fait pour recevoir les touches du clavier et afficher des choses à l'écran. Finalement, une chose à retenir, c'est que le clavier est à l'entrée standard des programmes, ce que la souris est à la fenêtre des programmes. Il existe beaucoup de programmes qui permettent de mieux exploiter votre terminal comme GNU Screen ou Emacs. Si vous avez bien regardé le début de la vidéo, j'ai lancé Emacs, qui est un programme très flexible. Puis à l'intérieur de Emacs, j'ai ouvert un émulateur de terminal et un nouveau shell bash. Lorsqu'on dit au shell qu'il doit lancer un programme, il doit appeler une fonction en C du kernel pour communiquer avec le kernel. Parce que c'est le kernel qui lance toute la machinerie qui permet de lancer un programme. ExecVS, c'est le nom de la fonction que le shell doit appeler. Puis on peut voir dans le manuel que Bash doit donner au kernel
le chemin du programme dans le système de fichiers, plus les arguments et les variables d'environnement. Je vais faire un programme en C qui va juste imprimer les arguments qu'il reçoit pour qu'on puisse examiner c'est quoi que le programme reçoit quand il est lancé. Ouais. Tu fais une erreur stupide, moi? Arc C, arc B. Ah! Touch, non, non. Voilà. SDF, Quer, FFGF. Comme on voit, le programme il a reçu les arguments quand il a donné sa ligne de commande. La valeur retournée par la fonction main nous est aussi donnée dans une variable qui s'appelle $point d'interrogation. Donc là, on voit ma fonction main, elle retourne 17, puis on peut récupérer 17 dans la variable $point d'interrogation. Vous remarquez que là, la dernière commande que j'ai roulée, c'est echo. Et echo, elle retourne 0. Le shell supporte deux types de fichiers à lancer. Les exécutables binaires, où des fichiers dans la première ligne commencent par un hashtag exclamation qu'on appelle le shebang. Il y a beaucoup de langages de programmation et beaucoup sont en fait des langages de script, donc qui sont interprétés par un programme. Interpréter, ça veut dire que le programme va lire le fichier, puis ça va exécuter des actions qui sont écrites dans son langage. La façon habituelle d'utiliser un langage interprété comme Python, c'est d'appeler Python sur la ligne de commande et lui donner en premier argument le path, le chemin vers un script Python, et les autres arguments, c'est des arguments supplémentaires qui sont destinés au script. Du point de vue d'un utilisateur, ça implique que l'utilisateur doit savoir dans quel langage un script qui s'apprête à être utilisé a été écrit et quel interpréteur qui doit être utilisé. Pour permettre aux programmes qui sont écrits dans les nombreux langages interprétés d'être utilisés de la même façon qu'un programme compilé, le kernel permet qu'on indique l'emplacement du vrai programme à appeler sur la première ligne du script avec la syntaxe du shebang qu'il y a là. Comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin de s'en rappeler. Et il n'a pas besoin de le savoir non plus. Et donc, du coup, du point de vue de l'utilisateur, il n'y a pas vraiment de différence entre les scripts et les fichiers binaires compilés. Dans beaucoup de langages de script, comme JavaScript, le hashtag exclamation, le shebang, c'est une faute de syntaxe, mais c'est permis quand c'est la première ligne. Quand il y a hashtag exclamation, sa première ligne, ils font juste skipper puis ils font comme s'il n'y avait pas de faute de syntaxe. Pour voir à quoi ça ressemble la syntaxe du shebang, je vais faire encore un exemple. Je vais faire sdf.fakelang. Puis je vais commencer. Puis sur la première ligne, je vais mettre. Voyons, please. Sur la première ligne, je vais mettre le programme en C que je viens d'écrire. Puis on peut mettre le texte dans le fichier.
Si j'affiche le contenu, on voit mon fichier asdf.fakelang. Si je fais ./asdf.fakelang, ça va pas marcher parce que la permission n'est pas accordée. Pour que le kernel accepte de démarrer un processus, il faut que le fichier ait la permission d'exécution. Fait que je vais ajouter la permission d'exécution /mod plus x asdf.fakelang. Là, si je fais ls, on voit qu'il est devenu vert et là, je peux l'appeler. Là, on voit que le programme en C, out, que j'ai appelé out, affiche la quantité d'arguments qu'il a reçu, puis les arguments ensuite. On peut donner d'autres arguments au script, puis on peut voir que out a reçu ces arguments-là. C'est comme si ces arguments-là avaient été rajoutés à la fin de la première ligne. On peut aussi mettre des arguments dans le shebang. Si vous mettez des arguments sur la ligne du shebang, sachez que le comportement peut varier de kernel en kernel. Je vais aller rajouter un autre argument. En fait, je vais modifier celui-là pour qu'on puisse mieux le lire. Shebang arg1, shebang arg2. Je sauvegarde et je relance ça. Habituellement, les kernels les plus communs comme Linux, on voit le restant de la ligne du shebang comme un seul argument au programme, même avec les espaces. Comme vous pouvez le voir juste ici, la fin de la ligne du shebang est rien qu'un seul argument qui inclut l'espace. Mais il y a d'autres kernels moins communs qui peuvent avoir un comportement différent. Par exemple, il y a certains kernels qui splitent selon les espaces et donnent ainsi plus d'arguments au programme appelé. Il y a d'autres kernels qui splitent selon les espaces et on voit juste le premier argument. Finalement, il y a des kernels qui ignorent complètement les arguments qui traînent sur la ligne du shebang. Avant de finir, je vais retirer la permission d'exécution de la SDF. Et je vais à la place moi-même appeler l'interpréteur out et je lui donne en argument le script et les deux autres arguments qui suivent. Voilà. On peut aussi aller chercher ça pour faire un exemple vraiment le similaire possible. Bon, là, je sais pas pourquoi il veut pas paster. Alors, comme vous voyez, la permission d'exécution, c'est seulement si on, entre guillemets, appelle directement le fichier puis que c'est plus le kernel qui doit charger le programme. Si à la place on appelle directement l'interpréteur sdf.fakeling, n'a pas besoin d'avoir la permission d'exécution. C'est pas tout le temps nécessaire de rendre un fichier exécutable. Alors maintenant, je vais faire des exemples de scripts dans plusieurs langages pour montrer à quel point le support du shebang est quasiment universel dans tous les langages. Et mon premier, ça va être Python. Alors ici, je vais appeler Python. Voyons, je sais pas écrire moi.
Python 3 test.py, je fais Enter, et Python roule et monte les arguments. Je vais essayer ./test.py, ça marche pas parce qu'il n'y a pas la permission de s'exécuter. Maintenant on réessaye. Et là ça marche. On n'a même pas besoin de savoir que c'est programmé en Python. Mon prochain exemple c'est Perl. Voyons, j'arrête pas de mélanger avec le XLD. Voilà. Mon prochain exemple, c'est JavaScript. Mon prochain exemple, c'est PHP. Bon, j'ai fait une faute stupide. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Finalement, mon dernier exemple, ça va être un script bash. Voilà. Finalement, Bash et SH sont probablement les shells les plus utilisés dans le monde de Unix. Comme vous pouvez voir avec mon dernier exemple de script Bash, Bash, votre shell, c'est juste un interpréteur comme les autres langages de script. La seule différence finalement entre le langage du shell et les autres langages de script, c'est que le monde n'aime pas Bash, surtout le jeune monde de ma génération qui a une méconception du terminal. Mais moi, je suis pas comme tout le monde. Je pense que la raison pourquoi que les gens n'aiment pas Bash ou les shell scripts en général, c'est que les gens tombent dans les nombreux pièges du word splitting par exemple. Puis qu'ensuite ils pensent à tort que c'est à peu près impossible de faire des scripts capables de gérer les espaces correctement. D'ailleurs, il y a un piège ici. Pourquoi que ma boucle for elle marche malgré que le $A commercial il est entre guillemets. Lorsqu'on se rappelle que le but du langage du shell, c'est de démarrer d'autres programmes et qu'on apprend comment contrôler tous les aspects en lien avec le passage d'arguments et des autres choses, SH et Bash font beaucoup de sens et Bash c'est quand même mon langage de choix quand je dois manipuler des fichiers massivement, même si je dois manipuler des chaînes de texte. J'espère trouver le temps de vous faire des vidéos pour vous expliquer en profondeur chaque aspect de Bash, comment fonctionnent les conditions, les boucles, les redirections, puis plein d'autres choses. Finalement, je vous souhaite d'être assez curieux pour aller explorer à l'extérieur des choses que vous connaissez déjà.